Niveau -3. Le néon du fond clignote. Un battement irrégulier comme un cœur fatigué. Ça sent le béton froid et le diesel ancien. Il est 19h41, un mardi de novembre. Le parking est presque vide. Lena marche vers sa voiture. Ses talons claquent sur le sol peint en gris, et chaque pas résonne contre les murs de béton brut. Elle porte un blazer qu'elle a acheté dimanche. Un blazer choisi spécifiquement pour cette réunion. La réunion est terminée. Elle a bien parlé. Elle a même fait rire le directeur une fois. Un vrai rire, pas un rire de politesse. Elle devrait être satisfaite. Elle ne l'est pas. Elle ouvre la portière, s'assoit et ne démarre pas. Ses mains se posent sur le volant. Le moteur reste éteint. Le silence du parking souterrain est total. Pas de musique, pas de notification, pas de collègues. Juste le bourdonnement sourd de la ventilation, quelque part dans les murs, comme une respiration mécanique qui ne s'arrête jamais. Elle sort son téléphone, ouvre LinkedIn, commence à rédiger un post dans sa tête. Aujourd'hui, j'ai présenté devant le COMEX et non. Elle repose le téléphone sur le siège passager, écran vers le bas, comme on retourne une carte qu'on ne veut pas jouer. Elle se regarde dans le rétroviseur, pas pour vérifier son maquillage, pas pour replacer une mèche. Elle se regarde comme on cherche quelqu'un qu'on a perdu dans une foule. Qui est là derrière ses yeux? Elle repense à la réunion, au moment exact où le directeur a dit « Très pertinent, Lena ». Elle a souri. Mais à l'intérieur, ce qui s'est produit, c'est un calcul instantané. Est-ce qu'il le pensait vraiment? Est-ce qu'il dit ça à tout le monde? Est-ce que les autres ont remarqué qu'il l'a dit à elle et pas à quelqu'un d'autre? Son cerveau a transformé un compliment sincère en données à analyser. Comme un algorithme qui ne s'éteint jamais. Elle serre le volant. Ses jointures blanchissent. Depuis quand? Depuis quand chaque journée est devenue un tribunal où elle est à la fois l'accusée, l'avocate et le jury? Depuis quand un c'est bien ne suffit plus? Jamais. Depuis quand elle construit des plaidoiries invisibles pour un procès que personne n'a ouvert? Le néon au-dessus de sa voiture grésille, puis s'éteint. Pendant 3 secondes, Lena est dans le noir complet. Et dans ce noir, quelque chose remonte. Pas un effondrement, pas un déclic hollywoodien. Juste une fatigue ancienne. Une fatigue qui vient de plus loin que cette journée, de plus profond que cette semaine. Comme une eau souterraine qui trouve enfin une fissure pour remonter à la surface. Une fatigue de prouver, une fatigue d'avant la fatigue. Le néon revient. Lena inspire, démarre le moteur. Elle ne sait pas encore qu'elle n'a rien à prouver. Mais ce soir, dans ce parking, au niveau -3, elle a commencé à sentir le poids de l'armure. Et toi, tu la connais, cette armure. Peut-être pas dans un parking. Peut-être pas un mardi soir de novembre. Mais tu la portes. Tu la portes depuis tellement longtemps que tu as oublié à quoi ressemble ta propre peau sans elle. Elle est devenue ton réflexe, ta posture, ta façon d'entrer dans une pièce, de répondre à un message, de raconter ta journée. Tu crois que c'est toi, c'est juste l'armure. Écoute bien ce qui va suivre, parce que cette vidéo ne va pas te donner une méthode en 5 étapes pour booster ta confiance. Elle ne va pas te dire de te regarder dans le miroir chaque matin et de répéter des phrases positives. Ce que je vais te montrer, c'est le mécanisme exact qui te pousse à prouver ta valeur en permanence, à des gens qui ne t'ont rien demandé, et surtout, comment t'en libérer, pas avec des slogans, avec de la lucidité. Mardi 23/17. Lumière bleutée dans une chambre sombre. Inès est allongée sur son lit, téléphone à 10 cm du visage. Elle vient de voir la story Instagram d'une ancienne coloc de fac. Promotion, champagne, équipe qui applaudit en arrière-plan. Inès ouvre WhatsApp. Elle commence un message vocal à sa meilleure amie. « Non mais moi aussi ça avance, hein. J'ai eu une réunion super importante aujourd'hui, genre vraiment stratégique. » Elle parle vite. Trop vite. Au bout de 47 secondes, elle s'arrête, réécoute, s'entend. Ce ton un peu aigu. Cette façon de vendre sa journée comme un pitch de levée de fonds. Elle supprime le vocal. La réunion stratégique, c'était un point hebdomadaire de 20 minutes où elle a parlé 2 fois. Elle le sait, sa poitrine se serre. Pas à cause de la coloc qui réussit, mais parce qu'elle vient de se surprendre en train de fabriquer une version d'elle-même qui n'existe pas. Pour quelqu'un qui ne lui a même rien demandé. Sa meilleure amie ne lui a pas envoyé de message en disant « Alors prouve-moi que ta vie avance ». Personne ne lui a posé cette question. Inès se l'est posée toute seule, et elle y a répondu en mentant. Samedi, 17h40. Karim est debout dans sa cuisine de 9 mètres carrés depuis 3 heures. 4 plats, pour 6 personnes. Il a suivi 3 recettes YouTube, acheté du sumac et de la fleur de sel fumée, des ingrédients qu'il n'utilisera plus jamais.
Le plan de travail est un champ de bataille. Épluchure, éclaboussure de sauce, une casserole qui déborde doucement sur la plaque. Ses amis arrivent dans 20 minutes. Ils goûtent le plat principal, ajoutent du sel, regoute, doute, ajoute encore un peu, regoute, doute encore. Il imagine déjà le moment où Sofiane dira « Putain c'est bon ça frère ». Il a besoin de ce moment, pas pour le compliment, pour la preuve. La preuve qu'il est quelqu'un chez qui on vient, quelqu'un qui maîtrise, qui impressionne, qui mérite qu'on traverse la ville un samedi soir. Ses amis auraient été tout aussi heureux avec des pizzas et des bières sur le canapé. Plus heureux même, parce que Karim aurait été détendu, présent, au lieu d'être ce type stressé qui vérifie la cuisson toutes les 2 minutes et qui ne s'assoit jamais vraiment à sa propre table. Qui est là physiquement mais qui est resté mentalement devant le four. Il essuie son front avec son avant-bras. Le minuteur sonne. Et il ne profite de rien. La soirée va être réussie. Sofiane va dire la phrase. Tout le monde va manger et rire et parler fort. Et Karim va sourire en surface, épuisé en dessous. Parce qu'il n'a pas fait un dîner, il a monté un spectacle. Et dans un spectacle, le metteur en scène ne s'amuse jamais. Mercredi, 6h02. La salle de sport est presque vide. Nora est sur le rameur, écouteurs vissés dans les oreilles, mâchoire serrée. Elle n'aime pas le rameur. Elle n'a jamais aimé le rameur. Mais elle a vu que la fille au legging vert, celle qui a l'air de vivre dans cette salle, fait toujours du rameur en arrivant. Alors Nora fait du rameur. Elle compte les calories sur sa montre. Pas parce qu'elle a un objectif de santé précis. Parce que le chiffre, ça se screenshot. Ça se poste en story avec un emoji flamme. Et surtout, ça prouve qu'elle était là, debout, à 6h du matin, pendant que les autres dormaient encore. Elle augmente la résistance d'un cran. Ses bras brûlent. Dans sa tête, elle compose déjà la légende. Séance avant le taf, y a pas de secret. Mais le vrai secret, le seul qui compte, c'est qu'elle se punit. Elle transforme son corps en CV. Elle échange du sommeil contre de la légitimité. Et si un matin elle dormait jusqu'à 8 heures sans culpabilité, elle ne saurait même pas quoi faire de ce calme. Il lui ferait peur. Parce que le calme, ça ne se prouve pas. Jeudi, 14h23. Open Space. Théo fixe un mail de 8 lignes depuis 25 minutes. La réponse attendue par sa manager est simple. Ok, je m'en occupe. 5 mots. 3 secondes de lecture. Mais Théo a rédigé un paragraphe structuré avec contexte, reformulation de la demande, proposition de calendrier et une phrase de conclusion polie mais pas trop. Il relit, change bien cordialement en bonne journée, puis revient à cordialement, puis supprime la formule, puis la remet. Il vérifie la conjugaison d'un verbe qu'il connaît parfaitement depuis le collège. Autour de lui, les collègues tapent, parlent, se lèvent pour un café. Personne ne regarde son écran. Personne ne lira ce mail plus de 4 secondes. Mais pour Théo, chaque mot est une audition. Chaque virgule dit « Je suis compétent, je suis rigoureux, je mérite ma place dans cette équipe, dans ce bureau, dans cette chaise. » Il clique sur « Envoyer ». Sensation de vide immédiat. Pas de soulagement. Juste l'attente de la prochaine occasion de prouver. Le prochain mail, le prochain message, Slack. Le prochain super, merci qui le tiendra debout 3 heures, avant que le doute revienne s'installer silencieusement, comme un locataire qui a toujours la clé. Vendredi soir, 21h50. Terrasse d'un bar, fin d'été. 7 personnes autour d'une table en bois. Hugo écoute un ami raconter un voyage au Japon. Les autres rient, posent des questions, veulent des détails. Hugo sourit. Mais sous la table, ses doigts tapotent contre sa cuisse. Il ne participe pas à la conversation. Il cherche son entrée. Son cerveau scanne ses souvenirs à toute vitesse pour trouver une anecdote plus forte, plus drôle, plus spectaculaire. Quelque chose qui fera tourner l'attention vers lui. Il en a une. Un truc qui s'est passé à Lisbonne. Sauf que c'est arrivé à son cousin. Hugo l'a juste entendu 3 fois en repas de famille. Quand l'ami termine, Hugo enchaîne. Ça me rappelle, une fois à Lisbonne, et il raconte. Bien, avec le bon timing, les bonnes pauses, la bonne montée dramatique. Les gens rient. Quelqu'un dit « Sérieux ?» Et Hugo confirme d'un hochement de tête, bière à la main. Victoire. Sauf que c'est creux. Il n'a rien vécu de cette histoire. Il vient de s'endetter émotionnellement pour acheter 3 secondes d'attention. Et le pire, personne ne lui demandait d'être intéressant. Ses amis l'avaient invité. Il était déjà à la table. Il avait déjà sa place. Il n'avait qu'à être là, et ça suffisait. Mais là ne suffisait pas pour Hugo. Il lui fallait briller. Inès qui fabrique un vocal. Karim qui cuisine pour impressionner. Nora qui transpire pour paraître.
Théo qui perfectionne un mail invisible. Hugo qui vole une histoire pour exister. 5 personnes, 5 situations complètement différentes, 5 métiers, 5 vies, 5 contextes. Et pourtant, un seul moteur. Le même, à chaque fois. Le besoin de prouver sa valeur à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Regarde bien ces scènes. Pas avec distance. Pas comme un spectateur. Avec honnêteté. Parce que si tu es là, si tu écoutes ces mots en ce moment, c'est que tu t'es reconnu dans au moins une de ces situations. Peut-être dans plusieurs. Peut-être dans toutes. Et la question n'est pas « Est-ce que tu fais ça ?» Bien sûr que tu le fais. Tout le monde le fait. La vraie question est « Depuis combien de temps tu le fais sans t'en rendre compte ?» Ce besoin de prouver, on pourrait croire que c'est de l'ambition, que c'est une qualité déguisée en défaut, que les gens qui cherchent à se dépasser sont simplement exigeants avec eux-mêmes. On nous a tellement répété que la barre haute est une vertu qu'on ne s'est jamais demandé. Mais c'est qui, exactement, qui tient cette barre? Et pour qui est-ce qu'on saute? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre vouloir progresser et avoir besoin de prouver. La progression vient de l'intérieur. La preuve, elle, est toujours adressée à quelqu'un d'autre. Quand tu progresses, tu fais les choses parce qu'elles comptent pour toi. Quand tu prouves, tu fais les choses pour que les autres voient que tu les fais. Le geste est identique de l'extérieur. Mais la source est opposée. Dans un cas, tu es le moteur. Dans l'autre, tu es le carburant. Et c'est le regard des autres qui décide quand tu brûles. Le piège, c'est que la société récompense les deux de la même façon. On applaudit la discipline de Nora. On admire la cuisine de Karim. On félicite la rigueur de Théo. Personne ne voit la différence de l'extérieur. Parce que la différence est invisible. Elle ne se lit pas sur un CV. Elle ne se mesure pas en résultat. Elle se mesure en ce que tu ressens après. Si tu ressens du vide après avoir réussi, c'est le signe. Si le compliment ne tient jamais assez longtemps. Si la satisfaction expire comme un aliment périssable, 2 jours, 3 maximum, et il te faut une nouvelle dose. Alors appelle ça par son nom, de la dépendance. Pure. Tu nourris une faim qui n'a pas de fond, et plus tu la nourris, plus elle grandit. Parce que le problème n'est pas la quantité de preuves. Le problème est que la faim elle-même est un mensonge. Personne, nulle part, ne tient un registre de tes performances en se demandant si tu as assez donné cette semaine. Le tribunal n'existe pas, le jury n'existe pas, le procès n'existe pas. C'est toi qui as construit la salle d'audience. Et c'est toi qui y retournes chaque matin, volontairement, en attachant ta cravate ou en lissant ta jupe, prêt à plaider encore une fois. Il y a un nom pour ce mécanisme. Les psychologues Jennifer Crocker et Connie Wolf l'ont identifié en 2001 dans une étude publiée dans Psychological Review, l'une des revues les plus rigoureuses au monde en psychologie. Elle l'appelle l'estime de soi contingente. Le concept est simple. Et il est redoutable. Imagine que ta valeur personnelle est un compte en banque. Avec une estime de soi contingente, ton solde change toutes les heures. Chaque like sur tes réseaux, plus 1. Chaque compliment de ton boss, plus 10. Chaque critique, moins 50. Chaque échec, faillite émotionnelle totale. Tu vis avec un solde qui monte et qui descend en permanence, et tu passes ta vie entière à essayer de le maintenir au-dessus de 0. C'est épuisant, c'est instable. Et c'est exactement ce que vivent Léna, Inès, Karim, Nora, Théo et Hugo. Leur valeur n'est pas un socle sur lequel ils se tiennent debout. C'est un score en temps réel, un chiffre qui clignote. Crocker et Wolf ont identifié 7 domaines sur lesquels les gens construisent cette valeur fragile. L'approbation des autres. Est-ce que les gens m'aiment? L'apparence physique. Est-ce que je suis assez bien? La compétition. Est-ce que je suis meilleur que celui d'en face? La réussite professionnelle. Est-ce que mes résultats parlent pour moi? Le soutien familial. Est-ce que mes parents sont fiers? La moralité. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Et pour certains, la foi. Chacun de nous a 1 ou 2 domaines dominants. Nora, c'est l'apparence et la compétition. Théo, c'est la compétence professionnelle. Hugo, c'est l'approbation sociale. Karim, c'est le soutien de ses proches. Inès, c'est la comparaison avec les autres. Et Léna accumule. Performance, compétence, regard du directeur, reconnaissance des pairs. Son compte en banque émotionnelle a 7 guichets ouverts en même temps. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et voici ce que la recherche montre de façon implacable. Plus ton estime de soi repose sur ces domaines externes,
plus tu es vulnérable. Chaque échec dans le domaine qui compte pour toi provoque une chute brutale, pas une déception normale, pas un mauvais moment, une chute, comme si tout ton édifice s'effondrait parce qu'une seule brique a été retirée, le château de cartes. La conclusion de l'étude ne laisse aucune place au doute. La poursuite de l'estime de soi, quand elle dépend de la validation externe, a des coûts significatifs pour l'apprentissage, les relations, l'autonomie, la régulation émotionnelle et la santé mentale et physique. Tu as bien entendu, des coûts pour l'apprentissage. Parce que tu évites les défis par peur d'échouer et de voir ton score chuter. Tu ne prends pas le risque de te tromper. Tu restes dans ce que tu sais faire, là où tu peux briller sans danger. Des coûts pour les relations, parce que tu as constamment besoin d'être rassuré, et cette soif finit par fatiguer les gens autour de toi. Ta copine, ton ami, ta sœur, ils t'aiment, mais ils ne peuvent pas te remplir à ta place. Des coûts pour ta santé, parce que vivre en état de procès permanent, ça use le corps autant que l'esprit. La tension ne se relâche jamais. Et si tu penses que ce besoin de prouver est un défaut personnel, un truc qui te concerne toi et peut-être quelques personnes fragiles autour de toi, voici un chiffre qui devrait changer ta perspective. En 2019, les chercheurs Thomas Curran et Andrew Hill ont publié une méta-analyse dans Psychological Bulletin. 641 étudiants universitaires américains, canadiens et britanniques, observés sur des cohortes de naissance allant de 1989 à 2016. Leur découverte, le perfectionnisme socialement prescrit, c'est-à-dire la croyance que les autres attendent de toi que tu sois parfait, a augmenté de 33% en une seule génération. 33%. En 27 ans. Ce n'est pas un glissement, c'est une vague de fond. Ce chiffre veut dire quelque chose de précis. Il veut dire que si tes parents avaient ton âge aujourd'hui, ils ressentiraient un tiers de pression en moins. Un tiers de ce sentiment que les autres attendent la perfection. Un tiers de cette voix qui dit « ce n'est pas assez, fais plus, montre plus, sois plus ». Tu n'as pas inventé ce besoin, on te l'a installé. Les réseaux sociaux, la compétition académique qui commence dès l'école primaire, le culte de la performance, LinkedIn transformé en vitrine de réussite permanente, le personal branding, l'injonction implicite à montrer que tu avances, que tu bosses, que tu gères, que tu vis ta meilleure vie, même quand c'est faux, surtout quand c'est faux. Et le résultat est massif. Une autre étude, une méta-analyse de 62 recherches publiées en 2020 par Dana Bravata et son équipe dans le Journal of General Internal Medicine, a examiné le syndrome de l'imposteur sur plus de 14 000 personnes. Le résultat, la prévalence atteint 82% dans certaines populations professionnelles. Médecins, universitaires, cadres dans la tech, ingénieurs, chercheurs. Des gens au sommet de leur domaine. Des gens que toi tu regardes en te disant « eux au moins, ils savent qu'ils sont légitimes ». Non, ils ne savent pas. 4 professionnels sur 5 passent une partie significative de leur carrière à se demander si quelqu'un va découvrir qu'il ne mérite pas d'être là. Ils surcompensent, ils retravaillent, ils restent tard. Ils perfectionnent des mails de 8 lignes pendant 25 minutes, exactement comme Théo. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une anomalie rare. C'est une épidémie silencieuse dans un monde qui a fait de la preuve de soi la monnaie d'échange principale. Et cette épidémie a une conséquence directe, le burn-out. La même littérature scientifique montre un lien robuste entre le perfectionnisme excessif et l'épuisement professionnel. Tu brûles, non pas parce que tu travailles trop, mais parce que tu travailles pour les mauvaises raisons. Tu ne fais pas ton travail, tu fais ton procès, chaque jour, chaque tâche, chaque interaction. Et un procès qui ne se termine jamais, ça consume. Marc Aurèle, qui a dirigé l'Empire romain pendant 19 ans, écrivait dans ses carnets personnels des textes qu'il n'a jamais destinés à la publication, une phrase qui résume tout. Cesse de te faire une idée de ce que tu es, et tu auras de la place pour vivre. L'homme le plus puissant du monde antique savait quelque chose que la psychologie moderne confirme avec des données et des échantillons de milliers de personnes. L'image que tu construis de toi-même pour les autres est une cage, et le gardien, c'est toi. Personne ne t'y a enfermé. Tu y es entré tout seul, et tu as jeté la clé de l'autre côté de la porte. Alors parlons de ce qui se passe quand tu arrêtes de prouver. Pas quand tu baisses les bras. Ne plus prouver n'a rien à voir avec abandonner. Pas quand tu te fiches de tout. Ne plus prouver n'a rien à voir avec l'indifférence. C'est autre chose. Quelque chose de bien plus radical, et de bien plus simple en même temps. Quand tu arrêtes de prouver, tu commences à être.
Et la science mesure cette différence avec une précision remarquable. En 2008, les chercheurs Alex Wood, Alex Linley et John Maltby ont publié dans le Journal of Counseling Psychology la première étude à mesurer empiriquement l'authenticité comme trait de personnalité. Pas l'authenticité comme concept flou de coach sur Instagram. L'authenticité comme variable mesurable, testable, reproductible. Ils ont créé un outil, l'Authenticity Scale, qui évalue 3 dimensions. Première dimension. Est-ce que tu vis en accord avec tes valeurs internes, celles qui sont vraiment les tiennes, et pas celles qu'on t'a données? Deuxième dimension. Quel est le fossé entre ce que tu es et ce que tu montres au monde? Plus ce fossé est grand, plus tu souffres. Troisième dimension. À quel point tu laisses les attentes des autres dicter tes choix, tes paroles, tes comportements? Le résultat central de cette étude est frappant. L'authenticité est fortement corrélée avec l'estime de soi, la satisfaction de vie, les émotions positives et le sentiment que ton existence a un sens. Et cette corrélation tient indépendamment de ta personnalité, de ton âge, de ton contexte social, de ta situation financière. L'authenticité est un facteur unique de bien-être, pas un bonus, pas un supplément agréable, un pilier. Retire-le et tout le reste devient fragile. En d'autres termes, ce n'est pas en performant que tu vas bien. C'est en étant toi. La performance peut être un sous-produit naturel de l'authenticité. Tu fais bien les choses quand tu les fais pour les bonnes raisons. Mais quand la performance remplace l'authenticité, quand le paraître mange l'être, tu obtiens le contraire exact du bien-être. Tu obtiens la vie de Lena dans son parking. Des victoires qui ne nourrissent pas. Des applaudissements qui sonnent creux. Des réussites qui te laissent plus vide qu'avant. Épictète disait une chose qui condense 2000 ans de sagesse en une distinction. Il y a les choses qui dépendent de toi, et les choses qui ne dépendent pas de toi. Et la majorité du malheur humain vient du fait que tu confonds les deux catégories. L'opinion de ton directeur ne dépend pas de toi. Le nombre de likes sur ta story ne dépend pas de toi. Le regard de la fille au legging vert à la salle de sport ne dépend pas de toi. La réaction de Sofiane devant le plat de Karim ne dépend pas de Karim. La façon dont la manager de Théo lit son mail ne dépend pas de Théo. Ce qui dépend de toi, tes intentions, tes choix, ton intégrité, la direction que tu donnes à tes efforts, la raison pour laquelle tu te lèves, tu cuisines, tu écris, tu t'entraînes. Ça, c'est ton territoire. Et tout le reste, c'est du bruit. Quand tu prouves, tu places ton centre de gravité à l'extérieur de toi. Tu donnes le contrôle de ta journée, de ton humeur et de ta valeur à des gens qui ne savent même pas qu'ils l'ont. Ton boss qui oublie de te dire merci ruine ton après-midi. L'ami qui ne réagit pas à ta story te fait douter de ta valeur. Le collègue qui ne te met pas en copie d'un mail te fait remettre en question ta place dans l'équipe. Tu deviens une marionnette dont les fils sont tenus par des mains distraites, des mains qui ne te regardent même pas. Elles sont occupées avec leurs propres fils. C'est ça, le mécanisme. Pas un défaut de caractère, pas un manque de confiance qu'il faudrait combler avec des affirmations positives. Un mauvais câblage entre ce que tu fais et ce que tu vaux. Une erreur de branchement que toute la culture moderne renforce, à coups de story, de likes, de followers, de CV optimisés et de personal branding. Tu n'es pas faible. Tu es pris dans un système qui te dit, à chaque minute de chaque jour, que tu dois prouver ton droit d'exister. Et tu y crois. Parce que tout le monde y croit. Parce que même les gens que tu admires y croient, ils sont juste meilleurs pour le cacher. Maintenant, concrètement. Parce que comprendre le mécanisme, c'est la première étape, mais ça ne suffit pas. Le cerveau ne change pas ses habitudes sur une prise de conscience. Il change sur une pratique. Répétée. Quotidienne. Petite. Voici la première chose que tu peux faire, et c'est ce soir. Ça s'appelle l'inventaire du soir. Avant de dormir, prends 3 minutes. Pas 30. Pas 1 heure de méditation, 3 minutes. Et pose-toi une seule question. Est-ce que aujourd'hui, j'ai fait quelque chose pour moi ou pour l'image de moi? Pas pour juger, pas pour te punir. Juste pour observer, comme un scientifique qui regarde une expérience en cours. Nora aurait pu se demander, est-ce que j'y suis allé pour mon corps ou pour ma story? Karim aurait pu se demander, est-ce que j'ai cuisiné pour le plaisir de cuisiner ou pour entendre le compliment? Théo aurait pu se demander, est-ce que j'ai rédigé ce mail pour être clair ou pour être irréprochable? Hugo aurait pu se demander, est-ce que j'ai raconté cette histoire pour partager ou pour impressionner? La nuance est minuscule. Parfois, c'est un demi-degré de différence dans l'intention. Mais c'est là que tout se joue.
Tu n'as pas besoin de changer ce que tu fais, tu as besoin de comprendre pourquoi tu le fais. Quand tu vois le mécanisme en action, il perd son emprise. C'est comme allumer la lumière dans une pièce qui te faisait peur depuis des années. La pièce n'a pas changé, mais toi, tu vois les murs maintenant. Tu vois l'espace, et tu réalises que ce qui te terrifiait, c'était l'obscurité elle-même, pas ce qu'il y avait dedans. Deuxième pratique, le test du message simple. La prochaine fois que tu rédiges un mail professionnel et que tu te retrouves à le relire pour la 5e fois, stop, envoie la version simple. La version qui dit « Ok, je m'en occupe ». La version qui ne te fait pas briller, qui ne prouve rien, qui ne contient pas de reformulation stratégique ni de calendrier anticipé. La version fonctionnelle, nue, et observe ce qui se passe en toi. L'inconfort, la petite voix qui dit « Mais ils vont penser que je ne suis pas sérieux, que je ne suis pas à la hauteur ». Observe cette voix, note-la mentalement, et puis observe ce qui se passe dans la réalité. Le mail est lu en 4 secondes. La personne te répond normalement. Personne ne te juge. Personne n'a perdu le respect. Le monde continue de tourner exactement de la même façon. Chaque fois que tu résistes à l'envie de prouver et que rien de grave ne se produit, tu accumules une preuve d'un autre type. Une preuve silencieuse, intérieure. La preuve que tu tiens debout sans performance. Que tu existes sans applaudissements. Que le sol sous tes pieds est solide même quand personne ne te regarde marcher dessus. Troisième pratique, la journée sans preuve. Choisis un jour de la semaine, un seul, n'importe lequel, et pendant 24 heures, observe chaque geste que tu fais et pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de prouver quelque chose en ce moment? Si la réponse est oui, tu as 2 options. Continuer, parce que parfois c'est nécessaire. Un entretien d'embauche, une soutenance, une présentation importante. Ou t'arrêter, et voir ce qui se passe quand tu ne le fais pas. Ne poste pas cette story, ne raconte pas cette anecdote, n'ajoute pas cette ligne dans le mail. Ne cuisine pas le 4e plat, ne prends pas le rameur si tu détestes le rameur. Reste à ta taille réelle pendant 24 heures. Et regarde autour de toi. Personne ne s'effondre. Personne ne te quitte. Personne ne te regarde avec mépris. Les gens qui t'aiment t'aiment toujours. Les gens qui ne t'aiment pas ne t'aimaient déjà pas avant. Et aucune preuve n'aurait changé ça. Sénèque, qui était à la fois l'un des hommes les plus riches de Rome et l'un de ses penseurs les plus lucides, avait une pratique quotidienne qu'il décrit dans ses lettres. Chaque soir, il se retirait dans le silence et passait sa journée en revue. Pas pour se juger, pas pour se noter, pour observer. Où ai-je agi en accord avec ce que je crois? Où ai-je joué un rôle? Où ai-je été moi? Et où ai-je été mon masque? C'est une pratique vieille de 2 millénaires. Et elle est plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Parce que nous vivons dans un monde où le masque n'est plus réservé aux occasions sociales. Il est permanent. Il est en ligne 24 heures sur 24. Il a un nom d'utilisateur et une photo de profil. Et à force de le porter, tu as oublié le visage qu'il recouvre. 4e pratique, et celle-ci est peut-être la plus difficile. Écris quelque part, sur un papier, dans une note sur ton téléphone, sur le dos d'un ticket de métro, peu importe, 3 choses que tu vaux. Pas 3 choses que tu as accomplies, pas 3 diplômes, pas 3 victoires, pas 3 lignes de ton CV. 3 choses que tu vaux simplement parce que tu es toi. Peut-être que c'est ta capacité d'écoute. Les gens te parlent, et tu les entends vraiment. Pas pour répondre, pour comprendre. Peut-être que c'est ta patience avec les gens que tu aimes, même quand ils sont difficiles. Peut-être que c'est ta façon de remarquer des détails que les autres ne voient pas. Un changement dans la voix d'un ami, une lumière particulière sur un mur, un mot qui dit plus que ce qu'il contient. Des qualités qui ne se mesurent pas, qui ne s'affichent pas sur un profil LinkedIn, qui ne se prouvent pas justement. Je sais que c'est l'exercice qui te mettra le plus mal à l'aise, parce que tu as passé tellement de temps à construire ta valeur sur des résultats visibles que tu ne sais plus la reconnaître quand elle est invisible. Demande à un enfant de 5 ans ce qu'il vaut. Il te regardera avec des yeux ronds parce que la question n'a aucun sens pour lui. Il n'a encore rien prouvé à personne. Il ne sait même pas que c'est possible. Et pourtant, il se sent entier, il se sent suffisant. Il entre dans une pièce sans se demander si les gens vont l'approuver. La question c'est, à quel moment exactement tu as commencé à croire que ta valeur devait se gagner? Quel jour? Quelle année? Quelle phrase entendue dans une cuisine ou dans une cour d'école t'a fait basculer du côté où exister ne suffit plus? Jennifer Crocker, la chercheuse qui a passé sa carrière à étudier ce mécanisme, résume tout en une idée. La poursuite de l'estime de soi est un piège. Plus tu la cherches, plus elle te fuit.
Plus tu essaies de la construire par la performance, par la comparaison, par la validation, plus elle devient fragile, parce qu'elle repose toujours sur le prochain résultat. Et le prochain résultat est toujours à venir. Tu cours sur un tapis roulant, en croyant avancer vers une destination. Mais la destination bouge au même rythme que toi, et tu ne t'en rends pas compte parce que tu es trop occupé à courir. L'alternative, l'estime de soi non contingente, n'est pas un rêve philosophique. C'est un état documenté, étudié, et surtout accessible. Il repose sur une idée simple mais radicale. Ta valeur ne se gagne pas, elle est là, avant le résultat, avant l'effort, avant la preuve. Elle est là quand tu dors, elle est là quand tu échoues, elle est là quand personne ne te regarde. C'est ce que la théorie de l'autodétermination, développée par Edward Deci et Richard Ryan, appelle le fondement de l'estime véritable. Pas l'estime qui dépend de ce que tu fais, l'estime qui vient de ce que tu es. Et cette estime-là, personne ne peut te la retirer, parce que personne ne te l'a donnée, elle t'appartient. Cinquième et dernière pratique. Celle-ci n'est pas un exercice à faire un soir. C'est une décision à prendre et à reprendre, encore et encore, chaque fois que l'ancien mécanisme se réactive. La décision d'accepter que tu seras parfois invisible, que tu ne seras pas toujours le plus intéressant autour de la table, que tes mails ne seront pas toujours parfaits, que ta cuisine sera parfois moyenne, que ta séance de sport sera parfois courte, molle, et que personne n'en saura rien, que tu n'auras pas toujours une anecdote à raconter, que certains soirs, tu n'auras rien à montrer, rien à poster, rien à rapporter. Et que rien de tout ça, absolument rien, ne dit quoi que ce soit sur ce que tu vaux en tant qu'être humain. L'authenticité, telle que Wood et ses collègues l'ont mesurée, repose sur 3 piliers. Vivre en accord avec tes valeurs profondes. Réduire le fossé entre ce que tu es et ce que tu projettes. Arrêter de laisser les attentes des autres, tracer la route à ta place. Ces 3 piliers ne sont pas des idéaux philosophiques abstraits réservés aux sages antiques. Ce sont des variables mesurables, testées sur des milliers de personnes, validées statistiquement. Et elles prédisent le bien-être mieux que l'intelligence, la richesse, le statut social ou le type de personnalité. Tu veux aller mieux? Ne prouve rien. Sois. Et je ne dis pas ça de façon naïve. Je sais que le monde dans lequel tu vis récompense la preuve. Les entretiens d'embauche sont des exercices de preuve. Les premiers rendez-vous sont des exercices de preuve. Les réseaux sociaux sont des machines à prouver construites par des ingénieurs qui ont tout intérêt à ce que tu continues de prouver. Parce que chaque preuve que tu postes génère de l'engagement, et l'engagement génère de l'argent. Mais il y a une différence entre jouer le jeu quand c'est nécessaire, avec conscience, avec lucidité, en sachant ce que tu fais, et être joué par le jeu sans t'en rendre compte. Le premier est un choix stratégique, le second est une prison. L'objectif n'est pas de ne jamais prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'objectif est de choisir, consciemment, de savoir faire la différence entre les moments où tu montres ta compétence parce que la situation le demande, et les moments où tu performes parce que sans ça, tu aurais l'impression de ne plus exister. Le premier geste est libre, le second est une chaîne. Chelipta, rappelle-toi le chiffre. 33% d'augmentation en une génération. Ça n'a rien à voir avec l'ambition collective, rien à voir avec le progrès. C'est une génération entière qui étouffe sous le poids d'une armure qu'on lui a mise sur les épaules avant même qu'elle sache marcher. Et les symptômes sont partout, dans les stories Instagram trop parfaites, dans les mails relus 11 fois, dans les dîners trop préparés, dans les anecdotes empruntées, dans les vocaux supprimés à 23h17, dans les salles de sport à 6h du matin, où des gens font des exercices qu'ils détestent pour des gens qui ne les regardent pas, dans les parkings souterrains où des femmes intelligentes, compétentes et respectées serrent leur volant dans le noir en se demandant si elles en font assez, si elles sont assez. On revient au parking. Niveau -3. Léna a démarré le moteur. Elle remonte la rampe en spirale. Les néons défilent au-dessus du pare-brise comme des battements de cœur de plus en plus rapides. Elle passe le niveau -2, le niveau -1. La barrière se lève. L'air de novembre entre par la fenêtre entr'ouverte. Froid, net, réel. Imagine maintenant un autre scénario. Une autre fin de journée. Même réunion, même directeur, même compliment. Mais une Léna différente. Pas meilleure. Pas plus forte. Juste débranchée du tribunal. Elle sort de la salle de réunion. Le directeur a dit « Très pertinent, Léna ». Et cette fois, au lieu d'analyser le ton, de comparer avec ce qu'il dit aux autres,
de stocker le compliment comme une pièce à conviction, elle l'entend, simplement. Elle le reçoit comme on reçoit un rayon de soleil en sortant d'un bâtiment. Ça réchauffe, et puis ça passe, et c'est suffisant. Elle marche vers sa voiture, talons sur le béton, même bruit, même parking, même néon qui clignote. Mais à l'intérieur, quelque chose de différent. Pas d'analyse, pas de procès, pas de décompte des points. Juste une femme qui a fait sa journée et qui rentre chez elle. Elle s'assoit dans la voiture. Elle ne sort pas son téléphone. Elle ne rédige pas de post LinkedIn dans sa tête. Elle démarre. Met la radio. Tombe sur un morceau qu'elle aimait au lycée. Fredonne. Pas bien. Faux même, sur le refrain. Et elle s'en fiche. Personne ne l'écoute. Personne ne la note. Et pour la première fois depuis des mois, elle ne se demande pas si elle a été assez. Elle est juste là, dans sa voiture, en novembre, et ça suffit. Ce scénario n'est pas un fantasme. Pas la fin idéalisée d'un film non plus. C'est une possibilité réelle, accessible. Pas dans 6 mois après une thérapie, pas après un stage de développement personnel à 1000 €. Ce soir, dans la façon dont tu regardes ta propre journée, dans la question que tu choisis de te poser ou de ne pas te poser, dans le vocal que tu décides de ne pas enregistrer, dans le mail que tu décides d'envoyer simple, dans le 4e plat que tu décides de ne pas cuisiner. Tu n'as rien à prouver. Pas parce que tu es parfait. Tu ne l'es pas, et personne ne l'est, et cette phrase devrait te soulager au lieu de te faire peur. Pas parce que tu as tout accompli. Tu n'as pas fini et tu ne finiras jamais, et c'est le propre d'une vie humaine. Pas parce que quelqu'un t'a donné la permission d'arrêter, personne ne va te la donner, alors prends-la toi-même. Tu n'as rien à prouver parce que ta valeur n'a jamais été un verdict. Elle n'a jamais dépendu d'un jury. Il n'y a pas de salle d'audience. Il n'y a pas de procès. Il n'y a que toi, qui t'es assis dans la chaise de l'accusé par habitude, qui a plaidé chaque jour pendant des années, et qui n'a jamais réalisé que la porte était ouverte depuis le début. Tu n'es pas Léna dans son parking. Tu n'es pas Inès avec son vocal. Tu n'es pas Karim derrière ses casseroles, Nora sur son rameur, Théo devant son mail ou Hugo avec son histoire volée. Tu es la personne qui reste quand tout ça s'arrête, quand les performances s'éteignent, quand les preuves disparaissent, quand il ne reste que toi, dans le silence, sans armure, sans masque, sans score. Et cette personne-là, celle qui existe avant le résultat, avant l'applaudissement, avant le like, avant le très pertinent, c'est la seule qui vaut la peine d'être retrouvée. C'est la seule que les gens qui t'aiment vraiment ont envie de voir. C'est la seule qui dort bien la nuit. Le néon clignote encore, quelque part au niveau -3. Mais toi, tu n'es plus en bas. Tu remontes. Fenêtre ouverte. L'air est frais. Tu ne prouves rien, tu ne montres rien, tu ne joues rien. Et pour la première fois depuis longtemps, c'est suffisant.